c'est tout mélangé. Donc bon. Ensuite, on a la Lune. Alors la Lune, ça a fait débat, parce qu'entre les deux personnes que je sortais, il y en a une qui la voyait mauvaise et puis l'autre pas. Et puis finalement, bah, on s'accorde, la Lune, hop, la Lune qui est quelque part par là. La Lune, ça pue la merde. En plus, c'est un astre. C'est un astre artificiel qui a été amené dans notre système solaire et placé autour de la Terre pour créer justement de la mauvaise vibration et des on va dire des conséquences sur les femmes, des conséquences sur les hommes, des conséquences sur les marées. Enfin, il faut savoir que dans la précession des équinoxes, la Lune joue un rôle de déclivité. Donc c'est un astre qui est artificiel, habité effectivement par des écmures, tout un groupe d'individus. Donc la Lune, c'est pas bon. Hein. C'est mauvais. Tac, mauvais, ça doit s'écrire comme ça. Donc bon. Donc la Lune, ça va pas du tout. Bon, vous pouvez le voir en visitant, hein, ça c'est très facile. Alors bien sûr, le Soleil, c'est masculin. Hein, parce que Gaïa, c'est féminin. Le Soleil, si vous voulez, en fait, par exemple, quand vous êtes dans l'éther, si vous voulez vous brancher au Soleil, vous pouvez penser au rayonnement du Soleil, même dans la journée. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez été voir même... si vous sentez métaphysiquement le Soleil, en fait, son rayonnement de vie, vous pouvez, par exemple, imaginer sur un être humain, sur un être humain, vous pouvez imaginer, on va dire, je schématise, hein, je sais dessiner à l'origine, je ne dessinerai pas parce que je n'ai pas envie de perdre du temps. Donc, petit être humain, on va lui faire un petit chapeau. Donc, vous pouvez imaginer le rayonnement métaphysique traverser votre corps, ce qui vous apportera toujours un éclairage métaphysique positif. On peut faire la même chose avec le centre de la galaxie. Moi, quand je fais on va dire un travail dans l'éther et qu'on a besoin de lumière, justement, comme je vous disais, là, hein, on arrive dans une pièce, on voit qu'il y a une ambiance bizarre, on prend des dragons blancs, maintenant on prend des dragons de cristal, mais les dragons blancs et les dragons de cristal bossent pas mal ensemble. Et en fait, on injecte de la lumière de la galaxie. En fait, on crée, dans n'importe quel endroit de la planète, on va dire, on crée une sorte de vortex, en fait, où le rayonnement de la galaxie est demandé à un certain point sur la Terre, et du coup, on charge une zone comme ça fait sortir tout ce qui est mauvais. Parce que c'est insupportable pour les écmures, les trucs comme ça, c'est insupportable. On les grille à coups de lumière blanche. Lui, là, c'est vraiment une entité. Nous, là, pour toutes les questions du système solaire, on se poste dans l'éther, on a beau être chez nous, on se poste au centre de la galaxie, le monsieur Galaxie, là, qui est tout blanc. Donc on se poste chez lui et on pose les questions sur tout le système solaire, ce qui nous permet, bon, c'est comme ça qu'on a su que la planète Terre, à l'origine, il nous a dit, bon, il aurait peut-être fallu leur laisser, parce que bon, c'est un tel massacre, ce qui se passe sur Terre, qu'il a dit, ouais, il aurait peut-être fallu leur laisser finalement, mais bon, moi je tombe d'accord avec moi-même, je suis désolé, laisser une planète qui peut devenir belle à des civilisations qui détruisent tout, c'était franchement pas rentable, quoi. Donc je suis désolé, on a piqué effectivement, disons qu'on a légèrement marché sur les écmures qu'il y avait pour implanter quelque chose de propre. Désolé monsieur les écmures, effectivement c'était le démurge qui possédait officiellement, techniquement la planète avant qu'on soit allé dessus. Enfin il possédait quoi? Un caillou sans vie. Parce que Gaïa a été amené, donc bon. Hein. Maintenant c'est une planète, on va dire, qui ira vers la lumière, et le démurge pourra la récupérer quand ça sera en fin de vie, quand tout sera mort dessus. Mais ça, il y a encore pas mal de temps à passer. Donc bon, donc la Lune, ça va pas. Alors, hop, la Lune, ça c'est juste un petit satellite. Donc, monsieur centre de la galaxie. Donc, masculin, donc ça veut dire que, comme sur la Case Foundation, j'avais déjà expliqué, l'énergie du Soleil, quand vous irez voir le Soleil, vous pouvez sentir de l'énergie dans vos mains. Vous sentirez que vous avez les paumes qui chauffent, vous avez chaud, le Soleil vous donne chaud. Et vous pouvez canaliser son énergie sur le plexus solaire aussi, puisqu'il y a la chakra du cœur. Ça, c'est compatible. Et quand vous canalisez Gaïa, l'énergie de Gaïa, vous la recevez par les pieds, parce que c'est féminin. Alimentation de Gaïa, alimentation du Soleil. C'est toujours valable. Et moi, je mets le centre de la galaxie, je le fais arriver comme ça, par au-dessus. Je le fais passer par la tête, et je le fais nettoyer, on va dire, de la tête jusqu'en bas. Très intéressant, ces énergies-là, ça permet de vous booster, de vous nettoyer, et puis ensuite d'être résistant à toute la palette des mauvais garçons qui sont partout. Vous devenez, on va dire, entre guillemets, inaccessible. Je vous expliquerai comment par la suite. Donc, numéro 4, Mars. Mars, je trouve qu'elle est un peu plus petite que nous, quoi. Donc, Mars.
Alors Mars, planète morte, hein. Enfin, il y a encore une entité dedans, qui est, on va dire, bof, une entité mourinante. C'est une planète en fin de vie. L'explication, c'est tout simplement, on a été voir, parce que bon, on se disait, tiens, c'est bizarre, l'entité qui est dedans, franchement, elle n'a pas la pêche. Pas mauvaise, mais ouais, bof, quoi. Vraiment, fin de vie. Bah, c'est normal, les habitants de Mars, Mars, la guerre, c'est ça, enfin, un peu de choses près, c'est ça, c'est-à-dire que les habitants de Mars, qui étaient une technologie, qui avait une technologie très avancée, et qui était beaucoup plus grand, un peu plus grand que nous, beaucoup plus, on va dire, comment dire, longiligne et blanc, pas super physique quand même, ils étaient physiques mais plus légers que nous. En fait, les habitants de Mars, à un moment donné, ont mis en route une technologie nouvelle qui exploite une énergie nouvelle. Et en fait, ils ont essayé de faire des armes avec. Et patatras, toute la civilisation est morte. En fait, ils se sont fait péter la gueule magistralement. Mars était habité avant la Terre. C'est-à-dire que ça s'est passé avant même qu'il y ait des habitants sur la Terre. Il en est sorti une poignée, en fait, deux, trois vaisseaux. Et pas des centaines de milliers de personnes, hein. Quelques centaines de personnes sont parties juste avant de tout faire péter, tout griller Mars. Et en fait, ils n'ont pas pu aller sur Terre parce que les conditions de vie n'étaient pas correctes. Sur la Terre, il n'y avait rien. En fait, on en était encore au volcanisme et des choses comme ça. La Terre était trop jeune. Quand Mars, parce que Mars se trouvait... Parce que le problème, c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système solaire croît, se dilate. Et en fait, Mars se trouvait à la zone habitable. Et du coup, en fait, elle était plus près du Soleil, la planète Terre était encore un peu plus près du Soleil, donc elle était beaucoup plus chaude en création. Et en fait, Mars était dans la zone de vie, et il y avait de l'eau, il y avait des plantes. C'était moins végétalisé que chez nous, c'était plus simple comme nature, mais en fait, comme ils étaient dans la zone de vie, il y avait de la vie et tout allait bien, jusqu'à ce qu'ils fassent péter l'intégralité de la planète. Et les quelques Martiens, en fait, sont allés sur Vénus, puisque Vénus était une planète. Alors, la vie, elle est à l'intérieur de Vénus, hein, elle n'est pas à l'extérieur. Donc là, les quelques vaisseaux sont allés sur Vénus, accueillis par les Vénusiens qui les ont accueillis, puisque ceux-là, c'était des dissidents qui ne voulaient pas qu'on fasse ce genre de choses, parce qu'ils redoutaient ce qui est arrivé. La planète Mars est complètement morte. Donc voilà, c'est certainement pour ça qu'ils veulent aller sur Mars. Ils sont motivés, ils veulent aller voir à quoi ça ressemble une planète parfaitement morte. Ils sont tellement cons, ces pauvres humains. Donc bon, nos dirigeants, je dirais. Alors, dans le sens, nous avons cinquième planète, Jupiter. The Big One. Alors, Jupiter, elle est grosse. Hein. Donc, Jupiter. Jupiter, Terre habitée, effectivement, planète habitée, gazeuse. Alors, effectivement, il y avait une personne qui avait fait une lecture sur Jupiter. On a été vérifier ce qu'elle a dit, en fait. Effectivement, il y a un maillage. Alors, tout comme sur la Lune, effectivement, il y a une sorte de maillage sur la Lune qui vous montre la Lune comme ils veulent que vous la voyez. Hein. Et ici sur Jupiter, c'est la même chose, il y a une sorte de quadrillage, maillage, qui fait qu'on voit Jupiter comme ils ont envie qu'on la voit. Jupiter, effectivement, la personne venait de la planète Minkata, ou Mintaka, et elle avait parfaitement raison. Vous voyez que dans les terres, on ne voit pas que des conneries, on est tous d'accord quand on voit la vérité. Effectivement, bon, il faut passer le maillage, et effectivement, il y a une civilisation de machines, et ça bosse là-dedans. La grande question, c'est est-ce que c'était mauvais, est-ce que c'était bon? En fait, ces machines n'ont pas franchement de conscience à l'état où on le dit nous. C'est pas de la conscience comme nous on le pense. Mais simplement, par contre, il y a des écmures qui viennent donner des ordres et qui commandent tout un tas de matériel chez eux, qui les dominent, entre guillemets. Bon, peut-être que si Jupiter est libéré, bon, pour l'instant, c'est pas bon, on va dire. Mais bon... C'est peut-être que par la suite, étant libérés de l'influence des écmures, ils pourront faire des trucs, mais positifs. Mais ils n'ont pas de conscience à ce point-là. Ce n'est pas une machine consciente qui travaille sur Mars. Et il n'y a pas, quand vous allez dans les terres, ils ne vous voient même pas. C'est-à-dire que vous passez sur d'autres planètes, si vous allez voir les méchants, les gentils, ils vous voient. Sur Vénus, ils vous accueillent. Bonjour, comment vous allez? Ah là là, super. Oui, vous venez visiter, bah tenez, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, là... à Jupiter, ils ne vous voient même pas les machines, hein. Vous appartenez pas à leur spectre de captage. Donc voilà. Alors Jupiter, t'es là. Alors ensuite, nous avons la numéro 6, nous avons Saturne. Saturne, hop, avec ses petits anneaux. Alors, Saturne est très joli, mais Saturne, c'est de la merde. Saturne. Alors Saturne, en fait, on n'a pas trop été voir parce que c'est vraiment une planète reptilienne. Disons que ça se sent, l'entité qui est dedans, c'est pas bon.
Donc pas bon. Alors, ça c'est reptile. Donc ils sont vraiment Saturne, ça donne pas envie d'y aller. C'est un rien le bordel. C'est moi je vous déconseille. Alors, on va parler d'un des satellites par contre de Jupiter, Europe. Il y avait quelqu'un qui a dit il y a très longtemps, parce que Jupiter est énorme, et que le satellite, je ne sais plus combien il y a de satellites, mais près d'une vingtaine minimum, il y a un petit satellite qui s'appelle Europe. Et en fait, ce satellite, il y avait quelqu'un il y a très longtemps, une personne qui faisait des dessins et qui disait des prophéties. Il avait dit que sur Europe, il y avait un océan, ce qu'on sait effectivement, un océan gelé, et par contre, il y avait des cétacés en dessous, et que les cétacés de la planète Terre venaient certainement de la planète Europe. Et en fait, ça se vérifie, effectivement, il y a une vie cétacée dans l'océan d'Europe qui est liquide en dessous de la glace. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait une vie cétacée et que cette vie cétacée, en fait, ait été semée sur Gaïa pour faire des consciences positives. Donc, comme quoi, une planète qui n'a pas l'air trop bonne peut quand même contenir dans ses satellites quelque chose de bien, quoi. Donc, le satellite Europe, ici, hop, c'est bon. C'est des bonnes petites baleines sur Europe. Donc, nous avons donc Saturne. Enfin, vous pouvez toujours y faire un tour. Vous verrez que vous allez vous choper un mal de crâne vite fait bien fait. Ça ne va pas vous attirer, vous ne descendrez pas très bas. Hein. Donc, nous avons donc la 7e planète. Nous avons Uranus. Alors, je crois qu'elle est un peu plus petite. Donc, Uranus. Tac. Alors, Uranus. Alors, il y a une entité dedans. C'est-à-dire que vous avez une entité comme dans Gaïa, quoi. Une entité, bon, ça va, l'entité n'est pas spécialement mauvaise. Par contre, les habitants sont simples, on va dire. Ils sont en cours d'évolution, voilà, c'est bien, sans plus. Bien sans plus, bon, vous pouvez toujours visiter, hein, ça fait toujours une visite. Alors, ah oui, on a une petite planète, une nouvelle petite planète, qui est pas loin, enfin, qui en fait, qui a une... Elle est où, cette andouille de planète Cérès. En fait, dans le système solaire, bon, on a tout ça qui est en ellipse à peu près aligné les uns aux autres, et en fait, on en a une qui est là, une nouvelle planète. Alors, ça fait partie des petites planètes, hein, comme la dernière, c'était Pluton, il me semble. Elle est où, Pépette Pluton, oui. Donc, alors allez, on va mettre Neptune ici, donc Neptune, et ensuite on a Pluton qui est une petite planète. Alors elle a été déclassée, normalement ils appellent plus ça une planète, vous comprenez, scientifiquement c'est pas une planète. Alors c'est Pluton, bon, c'est une petite planète effectivement. Et ben, on en a découvert une ici là, qui est du coup pas trop en alignement, elle est décalée, elle gravite autour de la Terre, enfin autour du Soleil pareil, et elle s'appelle Cérès, comme ça. Cérès, un truc comme ça. Alors ça c'est pas bon, hein. C'est artificiel et c'est reptilien. Là, toutes celles qui suivent avec Pluton, c'est pareil. Donc Cérès, c'est pas bon du tout. Pas bon. Donc c'est planètes artificielles créées par les reptiliens, donc qui sont amenées dans le système solaire pour renforcer leur présence parce que c'est la guerre sur la Terre. Donc bon, ils ont amené ça. Donc ensuite on a donc Neptune. Alors Neptune c'est pas bon, c'est reptilien. C'est pas bon. Pluton, c'est... Pluton, oui, il me semble que c'est... Oui. Moins que Pluton, parce qu'il faut que je regarde quand même. Ah non, Pluton, ça va, oui. Alors Pluton, ça va, c'est en vie. Donc il y a une petite entité dedans, c'est une vraie planète, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas artificiel. Donc Pluton, ça va. C'est pas mauvais. Pluton, c'est ok, quoi. Ensuite, vous avez alors, des petites planètes qu'on a trouvées, hein, il y a peu de temps. Très intéressant. Enfin, alors c'est petit, hein, c'est pareil, c'est des petites planètes, donc elles ne sont pas classées planètes. Hein. Mais ça tombe bien parce qu'on a quoi alors celle-là c'est Ouméa. Alors je pense qu'ils ont fait exprès de mettre des noms de sortes de divinités assez anciennes, voire même, bon là ici c'est une sorte de divinité de l'île de Pâques, et c'est Makemake. Alors Makemake ça porte bien son nom, hein. C'est bouffé. Hein. D'abord c'est artificiel, c'est Écmur. Ouméa en fait c'est artificiel, c'est Écmur. Il y a un pont Einstein-Rosen machin, hein, qui donne dans leur monde, et en fait c'est une grosse planète c'est une planète où comme c'est une planète artificielle, ils font passer du matériel, des gens. Et ensuite on a Eris, la petite dernière, donc qui est toujours artificielle, hein.
Eris, je sais pas si on a non, Eris. Si vous rajoutez un F, ça vous fait Ferris, le loup qui dévore la lune chez les... Et en fait, le loup qui dévore la lune et qui, chez les Vikings, qui est mauvais. Et c'est parfaitement mauvais, effectivement, c'est pareil, c'est reptilien, c'est artificiel. Ça a été mis là dans le système solaire pour renforcer la présence, mais enfin on remarque que quand même il les positionne pas trop près de là. Enfin bon là, celle-ci elle n'est pas si loin que ça du soleil, hein, donc elle doit être bien résistante celle-là. Donc voilà le bilan du système solaire. Alors bon bah c'est dommage, Alcyone, on perd un très grand, on va dire, une très grande participation à la lumière parce qu'il a bouffé trop de démurge en fait, du coup ça l'a intoxiqué. Le centre de la galaxie, il suffit que vous pensiez au centre de la galaxie, vous vous retrouvez chez lui. Alors là c'est toujours pareil. Nous, on se déplace dans l'éther, on va dire, blanc, hein, c'est-à-dire de l'éther de très haute fréquence. Effectivement, on n'a pas de mal à aller dans le Soleil, dans le centre de la galaxie, des choses comme ça. Si vous êtes des entités plus jeunes que les personnes que j'utilise pour aller dans l'éther et vérifier, il est possible que certaines planètes, bon, les planètes mauvaises, vous aurez toujours l'occasion d'y aller, malheureusement, donc n'y allez pas trop, hein, parce que ça craint. Mais les planètes qui sont bonnes, commencez par discuter avec Gaïa, vous pouvez aller voir Gaïa, vous pouvez discuter avec les Vénusiens, je pense que ça passera. Après, le Soleil, vous pouvez sentir des limites à votre propre pouvoir, entre guillemets. Parce que aller dans l'éther, c'est une question de fréquence. Si vous êtes une entité plus ou moins jeune ou plus ou moins vieille, vous allez avoir la force d'aller voir le Soleil, la force ensuite d'aller voir le centre de la galaxie. Mais si vous êtes un peu plus jeune en termes d'entité, quand vous allez arriver là, ça va bloquer. Ou si vous reste des tonnes d'implants sur vous, c'est pareil, ça va bloquer. Vous aurez une part de vous-même qui sera sombre, donc le Soleil ne veut pas vous voir chez lui. Il ne vous ouvre pas la porte, il vous dit « Ouais, t'es fou, t'as vu comment t'es trop crade, je ne veux pas te voir. » Donc on n'est pas toujours conscient du nombre d'implants qui nous restent, même après une désimplantation. On reviendra là-dessus plus tard, quand on parlera vraiment de désimplantation et de tout ça. Là, il faut mettre les choses à leur place. Une désimplantation, ça peut être beaucoup plus musclé qu'il n'y paraît. Donc là, le mythe, le grand mythe, Nibiru. Alors Nibiru, où est-ce qu'il est? Alors je n'ai pas demandé où il était Nibiru. Il passe parfois près du Soleil, effectivement, il doit avoir une ellipse un peu... on va le mettre là, tac, Nibiru. Alors Nibiru, c'est petit. Hein, parce que bon, Nibiru, le jumeau du Soleil mort, patati patata, effectivement, c'est un Soleil mort. Mais alors, quand on dit Soleil mort, il n'en reste plus rien. On va dire, c'est une crotte de nez hein, dans l'univers, enfin dans notre système solaire. C'est une petite masse, c'est pas très grand, c'est une petite planète, c'est pas énorme. C'est pas gros comme Jupiter, te cite ça, hein, c'est certainement beaucoup plus petit que la Terre. C'est une petite masse. Alors là, il n'y a pas d'entité. On va l'appeler Nibiru pour faire plaisir à tous les mensonges qui ont couru dessus. Donc Nibiru, là, une source de manipulation de plus, on va dire, mythologie débile et compagnie. Alors Nibiru, on a regardé, hein. On s'est posté dans le Soleil et on a regardé Nibiru passer. Rien, que dalle. C'est quand Nibiru passe, comme c'est un astre mort, alors il n'y a pas d'entité dedans. Et il n'y a même pas d'entité, donc il n'y a pas genre Gaïa dedans, hein, c'est un astre mort, et il n'y a pas de vie à l'intérieur de Nibiru ni à l'extérieur. Il n'y a pas une cabane, pas une cuillère, pas une pelle, pas un râteau, rien. Nibiru, c'est mort de chez mort, ça n'a plus du tout de vie, à tel point que quand ça passe près du Soleil, il n'y a aucun, mais je dis bien aucun effet électromagnétique gênant. Quand Nibiru passe près du Soleil et quoi que ce soit, la Terre, il n'y a pas un nuage qui se déplace pour autant. C'est-à-dire, Nibiru, c'est mort. C'est surtout ça. C'est mort de chez mort. Et il n'y a rien, aucune influence. Il n'y a pas les Anunnakis qui débarquent de Nibiru pour prendre de l'or sur la Terre, patati patata. Mensonge, 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 manipulation, délire, du délire, mais complet, quoi. Les dragons, on a déjà demandé, Nibiru, les Nibirusiens qui font ci, qui font ça, jamais entendu parler. Les dragons, ils n'ont pas une image, pas un son, rien. Donc voilà, ça c'était pour Nibiru, Alcyone, machin. Voilà, voilà, bon, voilà, toutes les petites trucs artificiels. Et donc là, on va parler... Donc, il nous reste une petite place pour parler de l'emmerdeuse. Alors, l'emmerdeuse, alors bon, ça c'est de la visite. On va parler de l'emmerdeuse. Alors, l'emmerdeuse, on va la mettre dans une pyramide, puisque c'est comme ça que sont faites les choses. Les Illuminati adorent les pyramides.
Donc en haut, tout en haut de la pyramide, là on est encore un peu sur le sujet à savoir si elle a un copain. Bon, ça se trouve c'est une fille, bon, l'emmerdeuse c'est une fille. Donc il y a l'emmerdeuse, il y a l'emmerdeuse en chef. Elle a, en dessous d'elle, elle en a 6, des potes. Elle a 6 potes. Tac, tac, tac. Alors, quand on va les voir dans leur fief, parce qu'on arrive à aller les voir, hein, bon, je vous le conseille pas quand même, parce qu'elle est quand même vindicative. Il y a des fois, on est tombé chez elle un peu par hasard, on va dire. On s'est demandé d'où venait un implant, hop, on est tombé chez elle. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, après, il faut des dragons pour disparaître, au revoir. Donc bon, parce qu'elle est parfaitement agressive. Donc l'emmerdeuse, elle est dans une grotte. Alors son lieu d'habitation à l'emmerdeuse, c'est les États-Unis, bien sûr. Quand on parle de l'Agartha, un dragon m'a dit l'Agartha, je lui dis et dans l'Agartha il y a quoi? Et il m'a dit bonne question. Et la fois suivante, on a vu ça avec lui. Alors dans l'Agartha, donc le centre de la Terre, vous avez donc la partie de l'Agartha lumineuse, donc là des êtres plutôt légers, hein, donc, et vous avez des êtres plutôt lourds, hein, enfin carrément lourdingues, donc l'emmerdeuse. L'emmerdeuse en fait, elle fait partie de l'Agartha, puisque c'est à l'intérieur de la Terre. Elle est située sous le continent américain, c'est son fief depuis toujours, et elle a une grotte. Elle est assise hein, sur son trône de merde avec ses 6 potes, et ils portent des masques. Alors là, bon, je sais pas pourquoi, ils mettent des masques pour pas qu'on les reconnaisse quand ils sont dans la rue, quand ils vont à McDo. Donc bon, je sais pas, il y a un truc. Donc, par contre, alors elles sont... Alors là, il faudra encore étudier le problème. Est-ce que sa forme, c'est Anubis ou pas? En tout cas, les gros emmerdeurs, on va dire les gros chefs là, ces 6 potes masculins et elles, ils se cachent parmi les dieux égyptiens. Les dieux égyptiens, ça sent carrément la merde, quoi. C'est que de la merde. C'est plutôt elle. Alors elle, il semblerait, mais là on met des guillemets parce que on l'a vu, mais en grattant un peu, elle a peut-être un pote. En fait, on va dire son opposé masculin, on va dire, qui est peut-être cette forme-là, mais il semblerait quand même que ça soit elle. La forme, c'est Anubis. Anubis. Ça s'écrit peut-être pas comme ça, mais c'est pas très grave. C'est la forme anubienne, donc le chien, le chacal noir. Donc voilà. Ensuite, ses potes, en fait, c'est plutôt des reptilos bordelleux. Hein, c'est un mélange. Alors, c'est des grands chefs. Hein, des grands chefs reptilos bordelleux. Ils sont physiques, on est bien d'accord. Donc, ils sont physiquement là. Alors, ils ont à leurs ordres, il faut les mettre entre guillemets, ils ont à leurs ordres des larves. On va appeler ça comme ça. C'est des sortes d'êtres blancs, livides, sans yeux, sans oreilles. Ils finiront par évoluer, les pauvres. Et eux les tiennent sous leur emprise et leur font faire ce qu'ils veulent. C'est leur larbin dans la caverne, ils effectuent tout ce qu'ils ont tout ce qu'eux ne veulent pas faire, on va dire, c'est eux qui gèrent toute l'intendance et machin et trucs. Mais enfin, c'est tout un petit peuple hein, quand même. Alors c'est des formes pseudo-humanoïdes, translucides, c'est de chair et de sang quand même, mais ils n'ont pas l'air d'avoir de conscience. Je pense plutôt qu'en fait ils ont une très faible conscience et qu'elle est écrasée par ceux-là qui les dominent et qui leur font faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc bon, eux c'est pas, on va dire c'est des pauvres créatures. Alors on va dire sous l'emmerdeuse et ses 6 potes qui sont vraiment le haut du panier de la pyramide d'influence. Vous avez ensuite à ce niveau-là, alors à ce niveau-là vous n'avez pas d'humain, en tout cas pas incarné. Vous pouvez avoir à ce niveau-là, alors des grands chefs Eckmur, vous avez des grands chefs Eckmur, hein, là, des puissants. Vous avez des grands chefs par exemple arcturiens, plus tout un tas d'autres espèces, hein, parce que alors les écmures, les potes et machin, je vous raconte pas, il y en a, il y a de quoi faire 10 tonnes, hein. Il y en a qui sont rouges, façon Satan, il y en a qui sont comme ci, comme ça, il y en a des mécaniques, des ceci, des cela. Alors là, vous avez plutôt les grands chefs, les mecs qui sont médaillés, vous les voyez d'ailleurs quand ils se présentent, ils sont médaillés, plastronnés, machin et trucs, ils se prennent pour des cadors. Alors les arcturiens, en fait, petit détail sur les arcturiens c'est... j'ai découvert ça l'un des premiers nettoyages que j'ai fait. Donc les Arthuriens, ils proviennent d'une planète, qui est une planète qui est extrêmement lointaine. Cette planète a été investie par les Arthuriens avant même que la vie soit sur Terre. Donc ça vous dit, ça commence à faire. Donc ce sont des espèces qui ressemblent à des oiseaux, genre...
c'était Bilal qui dessinait Ra, tout ça, spectralement parlant. Lui, Bilal, à mon avis, il est un peu, il avait carrément, je dirais, des problèmes avec les Arthuriens. Donc eux, ils contiennent 7 sages, enfin ce qu'ils appellent 7 sages, qui donnent 7 espèces. 7 espèces distinctes, forme oiseau. Alors il y a aigle, ceci, cela, donc bon, vous avez affaire à différentes espèces d'oiseaux, et toute la planète, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait, à l'extérieur de la planète, il y avait une civilisation, des gens très gentils, ce qu'on appelait les Zéliotis. Donc il y a pas mal d'êtres humains qui sont des Zéliotis. Ils sont arrivés sur la planète, alors comme ils avaient pété leur monde, hein, comme d'habitude chez l'ombre, hein, bah, ayant détruit leur planète, ils ont investi une planète qui était propre. Alors il y avait une vie plutôt quadridimensionnelle, lumineuse, des Zéliotis. Alors c'était des petites, des grands comme des enfants, avec des ailes de papillon, une peau de cristal, hein. Et en fait, ils ont tué tout le monde, ils ont réduit à l'esclavage, à travers des implants, tout le monde. Et ensuite, eux, ils ont investi la planète et ils sont à l'intérieur. Tout simplement, des cités sombres, obscures, et alors, très intéressant, eux, par contre, leur spécialité, alors ils vous mettent des implants, et, ils essayent de vous baratiner, qui ne sont pas vraiment méchants, tout ça. Alors eux, leur sensation, c'est le chaud. Ils sont chauds. En fait, leurs implants sont chauds, ils ne sont pas froids. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, eux, quand on va dans leur cité, on voit qu'ils bouffent une bouillie blanche. Alors ils sont habillés, hein, c'est des êtres, c'est quand même des bipèdes avec des plumes et des machins, et façon oiseaux. Et en fait, ils bouffent une bouillie blanche. Il y a des réfectoires, et puis ils bouffent de la bouillie blanche, ils ne mangent que ça. Et en fait, bon, comme j'ai eu un gamin qui mettait des implants sur des enfants, une fois, le gamin arthurien, je lui ai demandé, mais c'est quoi cette bouillie blanche là? Je lui ai dit, vous vous nourrissez de l'énergie, que vous synthétisez, vous piquez l'énergie sur les êtres humains, vous la synthétisez en acides aminés et en nourriture, en bouillie blanche, et vous la mangez. Non, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Oui, d'accord, j'ai compris. Bon, en fait, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire que eux, les implants, ils récupèrent en énergie métaphysique, mais surtout, ils la bouffent, en fait. Ils la bouffent dans le sens où l'énergie collectée sur les êtres humains est transférée dans une sorte de machine qui va arriver à créer, en fait, à partir de cette énergie primale qui pique sur nous, ils vont en faire une bouillie blanche qu'ils vont manger. Alors, ils sont très froids, très sûrs d'eux, ça roule des mécaniques. Alors par contre, eux, les dragons ne peuvent pas les obliger, parce que la fréquence des dragons dans les terres n'est pas forcément fortement compatible. Au début, vous allez voir, ils peuvent vous faire de la résistance, tout simplement parce que les dragons, par rapport aux écmurs, les dragons ont une fréquence très proche, puisque les dragons sont à l'origine des reptiliens physiquement. Donc en fait, ils ne supportent pas les mauvais reptiliens, les dragons, parce que ça les met hors d'eux. Donc ils sont extrêmement précis avec les reptiliens. Mais par contre, les Arthuriens, ils sont pas très... un petit dragon va pas impressionner un Arthurien et va pas pouvoir l'obliger à enlever quelque chose. Si vous avez une désimplantation sur un Hélioti, donc une personne humaine qui a des implants d'Arthurien, donc de façon oiseau, bon bah là c'est pas dur, c'est des implants classiques, hein, c'est pas dur, vous appelez carrément un dragon de cristal. Il vous faut un dragon costaud, adulte, ou un dragon blanc, dragon doré, c'est des bestiaux, même pour prendre des dragons rouges, hein, c'est des gros dragons. Donc là, pour la désimplantation, il faut appeler des gros dragons qui vont quand même leur mettre une petite tape derrière la tête s'ils commencent à faire les andouilles, quoi. Il ne faut pas les traiter avec respect, on n'est pas obligé de les agresser, évidemment, c'est pas la peine d'agresser ceux qui sont implantés, ceux qui implantent, mais simplement, bon, si vous voulez vous faire respecter, il faut prendre toujours plus gros dragons et plus clair. Hein. Et puis après, bon, ils disent, ouais, d'accord, j'enlève. Donc bon, donc les Arthuriens, bon, les 7 sages Arthuriens, vous allez les retrouver là, tous les grosses têtes, tous les pontes. Vous allez retrouver ici aussi des êtres humains qui sont connectés aux démurges. Alors bon, connectés aux démurges, c'est vrai qu'en haut de leur merdeuse, il y a peut-être d'autres entités, genre le démurge, le caca tout noir, le caca boudin tout noir. Donc, vous avez des entités qui peut-être pendant plusieurs dizaines de vies sont connectées aux démurges, donc ils sont affiliés à un gros écmur, qui est affilié à lui, qui est affilié à elle, qui est affilié au... Donc là, vous pouvez avoir des gros cons, on va dire les gros cons, hein. Désolé, je suis vulgaire, mais là, on va mettre un S. Hein. Donc là, vous pouvez avoir des gros cons, mais alors ils sont morts, hein, ceux-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les avoir physiquement sur Terre, quelques grosses tâches, il y en a quelques-unes en France là, qui m'ont fait qui sont venus me faire des chienlits dans la baraque et tout. Bon, enfin, ça c'est des nains, c'est pas des gros. Mais ici, vous allez avoir que des pontes. Mais vraiment des pontes.
Ceux-là, ils se déplacent rarement. Ils sont en implantation que sur les grandes entités, les gens bien blancs. Là. Donc là, c'est que du gros matériel. Ensuite, vous avez ici alors la caste que Madame RF et ses collègues, Polo et machin et trucs, ont sur eux en général. Donc là, vous avez des guides, des potes. Des gens, vous les appelez, soi-disant, ils s'occupent de vous, c'est des aides à l'incarnation. Alors des aides à l'incarnation, on en voit, alors il y a des gens qui effectivement chapeautent des entités qui sont en haut, quand vous allez dans, ah oui, l'histoire de la sphère, oui. Bon enfin bref, donc je vous raconterai les... En fait quand vous allez dans les terres, vous allez dans les terres, vous avez une sphère personnelle, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je crois pas, vous avez une sphère personnelle. C'est-à-dire que ces sphères personnelles, ça vous permet, c'est là où Madame RF envoie les gens se laver avec l'eau et tout ci, tout ça. Mais en fait, c'est personnel. C'est-à-dire que quand une entité sort dans les terres, elle a son petit paradis à elle, en fait, c'est une sphère. C'est un endroit comme ça qui est connecté d'ailleurs à d'autres sphères, hein, il y en a plein d'autres. Et dans cet endroit, vous avez de l'eau, des montagnes, un arbre, de la prairie, une petite maison. Cette sphère personnelle, elle se constitue au fur et à mesure de vos réincarnations. Et en fait, dans cette sphère personnelle, vous allez mettre tout ce que vous avez aimé. Pendant l'Atlantide, vous avez aimé des cristaux, vous allez mettre des cristaux. Pendant tel machin, vous aimiez bien l'herbe, vous aimiez bien l'eau, vous allez mettre de l'herbe, de l'eau. Vous aimiez les montagnes, vous allez mettre une montagne, tout ça. Votre sphère, c'est votre petit monde à vous fermé. Dans la sphère personnelle, aucun de cela ne peut venir dans votre sphère personnelle. Et donc c'est une sphère refuge. Quand vous avez fini une désimplantation, finalement on monte et on se lave dans l'eau. L'eau dans les sphères personnelles, c'est l'eau des hautes vibrations. On a étudié la structure extérieure de la sphère. En fait, une sphère personnelle ne peut pas être percée, même pas par l'emmerdeuse, elle ne peut pas rentrer dedans. C'est beaucoup trop résistant, c'est un matériau métaphysique brillant, en vie. C'est vraiment vivant en fait, c'est une énergie extrêmement forte, vivante, qui vous protège. Donc bon, quand on peut se réfugier dans sa sphère pour dormir ou des choses comme ça, de façon à ne pas être embêté. Bon, il y a plein d'autres techniques, le renforcement de sa propre énergie en fait, mais aller dans sa sphère personnelle, c'est toujours une très bonne idée parce qu'en fait, ça vous alimente en bonne énergie et ça vous permet de savoir un petit peu qui vous avez été, puisque le décor, ça sera vos bons souvenirs de toutes vos vies. Donc en fait, là, ici,